Bonsoir Justine Brabant. Bonsoir. Vous êtes journaliste au sein du collectif Les Journalopes, collectif d'investigation. Vous travaillez également pour Mediapart et vous publiez un document rare, le voilà. Mauvaise troupe, les dérives des jeunes recrues de l'armée française. C'est aux éditions Les Arènes et c'est coécrit avec Leïla Mignano. C'est une enquête saisissante qui nous plonge dans le quotidien cauchemardesque, il faut le dire, des jeunes soldats français, ceux qu'on voit patrouiller dans nos rues, devant nos écoles, nos cafés. Des soldats débutants qui sont aussi parfois lâchés en pleine zone de guerre et qui vont de désillusion en désillusion. Alors, Justine Brabant, vous les avez rencontrés pour votre enquête. Certains de ces soldats, qui sont-ils, ces jeunes qui rejoignent l'armée ? La première chose qui frappe, c'est que c'est vrai qu'on a l'image d'une troupe professionnalisée depuis qu'il n'y a plus de service militaire. On imagine des professionnels aguerris. Et en fait, quand on discute avec des soldats, tout simplement, on se souvient d'abord que ce sont des personnes très jeunes, vous le disiez. On s'est intéressé particulièrement aux soldats du rang, c'est-à-dire aux 100 grades. Et donc, on se souvient tout simplement qu'on a affaire à des gens qui ont 18 ans, qui ont 19 ans, qui ont 20 ans quand ils sont envoyés sur des terrains parfois de conflit, parfois très durs. La deuxième chose, c'est peut-être leur statut de très précaire, parce qu'on a aussi l'image peut-être de jeunes qui s'engageraient pour la sécurité de l'emploi. En fait, non, les soldats du rang en France, ils ont l'équivalent de CDD, ils n'ont jamais de CDI, ils sont payés un petit peu plus que le SMIC et ils ne savent pas toujours de quoi les lendemains seront faits. Alors, comment est-ce que l'armée les séduit, les attire, les convainc parce que vous parlez notamment des stratégies qui sont mises en scène, des stratégies de recrutement. Je parle de mise en scène parce qu'on a vu des spots publicitaires dignes de scènes de cinéma. Ils font appel aussi à des stars d'Internet, c'est ça ? Vous dites que c'est des vendeurs de rêves. C'est comme ça que les soldats les appellent. Et souvent, c'est comme ça qu'ils les appellent a posteriori, quand ils se rendent compte que justement, ce qu'on leur a vendu, c'était pas la réalité d'une institution, c'était plutôt du rêve pour les faire venir. On voit le spot publicitaire, là, effectivement, voilà, qui est plutôt... très, très engageant. Aux images très léchées, effectivement. On leur vend deux choses. On leur vend d'abord un peu une vie de sport, d'aventure. C'est des jeunes qui parfois vraiment un vrai goût pour le sport. Et donc on leur dit l'armée, c'est l'endroit où vous pourrez être à la salle tout le temps, etc. Vous pourrez vous entretenir. Ça en séduit certains. C'est pour ça qu'ils ont notamment embauché des stars du web, comme un youtubeur qui s'appelle Thibaut InShape, qui est une star du culturisme à l'origine et qui a fait des spots un peu en disant « je rentre à l'armée, c'est génial ». Ça, c'est un premier aspect, le sport, l'aventure. Et puis on s'est aperçu, en fait, en travaillant avec Leïla Mignano, qu'il y avait un deuxième aspect, c'est qu'ils ont compris que les jeunes d'aujourd'hui, ce qui les faisait rêver, c'était le sport, l'aventure, les jeux vidéo, mais c'était aussi juste d'avoir un travail, puisque la crise économique est passée par là. Et les recruteurs disent volontiers aux jeunes, en fait, l'armée, vous verrez, c'est un peu une entreprise comme une autre qui peut vous donner votre première chance, alors que d'autres entreprises ne le feraient pas forcément. C'est ce qu'on vous a dit, parce que je crois que vous êtes infiltré, vous avez passé les tests pour vous faire recruter. Bah oui, bien sûr, il fallait savoir au-delà des affiches sur les abribus, ce qu'on disait concrètement aux jeunes qui se présentaient. Donc j'y suis allée, alors sous mon vrai nom. J'ai dit que je m'appelais Justine Brabant. J'ai pas menti sur mon identité, mais j'ai dit que je souhaitais intégrer l'armée. Et donc je me suis rendue dans un centre de recrutement des forces armées. Il y en a 104 en France. Et effectivement, le recruteur qui s'est trouvé face à moi m'a dit c'est une entreprise comme une autre, sauf que nos managers, ils s'appellent des officiers. Et puis vous allez avoir l'occasion d'une première expérience, puisque je n'avais pas dit que j'avais déjà une première expérience professionnelle. Donc il l'a dit à moi et au jeune homme qui passait l'entretien avec moi. Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites quand vous parlez d'entreprise comme une autre, et c'est pour ça qu'il faut le souligner, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Et c'est ce que vous décrivez ensuite dans votre livre, puisque ces jeunes-là vont tomber de haut. D'abord, on se rend compte que le quotidien est un quotidien parfois de désœuvrement. Vous parlez d'usure, de quotidien pitoyable, notamment pour les soldats de l'opération Sentinelle, ces fameux soldats qui patrouillent dans nos rues. Oui, qu'on s'est habitué à voir dans nos rues. En fait, un des paradoxes qui est dans ce livre, c'est qu'on n'a peut-être jamais autant vu l'armée en France, sur le territoire français, dans nos rues, et pourtant on la connaît très, très mal. Et notamment sur cette opération Sentinelle, on s'est rendu compte que les soldats étaient épuisés physiquement, moralement. On s'est rendu compte que parfois, ils devaient même, je ne sais pas, les payer pour aller aux toilettes dans certaines gares où ils patrouillaient, ou certains se sont inscrits dans des salles de sport pour avoir accès à des douches. C'est ça aussi le quotidien de l'opération Sentinelle. Alors, première grande désillusion pour beaucoup. Et puis, il y a ceux qui sont envoyés dans les zones de conflit. On leur vend, dites-vous, une guerre propre et sans bavure, une guerre de jeux vidéo, mais sur le terrain, la réalité, elle les rattrape. Que se passe-t-il pour ces gamins, comme vous disiez, de 20 ans,
qui se retrouvent parfois en Centrafrique, par exemple. Voilà, bah, c'est une des grosses opérations, la Centrafrique, où la France était engagée entre 2013 et 2016. C'était une des grosses On voit aussi à l'écran, opérations. effectivement, où sont développées aujourd'hui les opérations Mali, Niger, Tchad, etc. Voilà, donc on a discuté avec des militaires qui avaient opéré au Mali, etc. Mais on s'est concentré sur la Centrafrique parce que ça a été vraiment, à l'échelle de l'armée, je pense, une sorte de catastrophe qu'on ne mesure pas encore en termes de taux de choc post-traumatique chez les militaires qui sont allés dans cette opération, qui est plus élevé que n'importe quelle autre opération extérieure. Il y a 12% des militaires qui sont blessés psychiquement de retour de cette opération. Et surtout, sur place, ils ont vu des choses. Alors, on peut dire on n'est jamais préparé aux horreurs. Mais en Centrafrique, c'était particulier parce que c'est une guerre où les combats ont beaucoup eu lieu à l'arme blanche. Et donc, très concrètement, les jeunes, ils ont été exposés à des décapitations, des gens mutilés. Alors certes, rien ne peut probablement préparer à ça, mais en l'occurrence, il l'était particulièrement mal préparé puisque certains sortaient tout juste de leur classe. On raconte le cas d'une compagnie en particulier où sur 30 personnes envoyées en Centrafrique, il y a 15 qui sortaient tout juste de leur classe, c'est-à-dire de leur formation initiale. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il n'y a aucune préparation particulière alors qu'on est envoyé dans des zones il y a quand même bien sûr des préparations, mais d'une part, ce sont des jeunes de 18 ans, ils vivent ça comme ils disent, voilà, j'étais en amphi, on m'a expliqué c'était quoi la guerre civile centrafricaine, ça me passionnait pas, donc déjà, il y a la question de qu'est-ce qu'ils peuvent recevoir comme information, et surtout, en fait, ces dernières années, entre Sentinelle qui mobilise en permanence 10 000 soldats sur notre territoire, plus les opérations qui ont été lancées au Mali, en Centrafrique, et qui se poursuivent au Sahel, en Irak et en Syrie, ça fait beaucoup de choses d'un coup, et donc il y a vraiment, on a tiré sur la corde, on a tiré très fort sur la corde. Alors justement, que deviennent-ils ces jeunes soldats français, notamment quand ils rentrent en France ? Alors, ce qu'on a montré, ce qu'on a un peu découvert, c'est qu'on savait qu'il y en a qui étaient blessés psychiquement. Oui, vous parliez de choc post-traumatique. De choc post-traumatique. On sait que sur place, ils commettent aussi certaines exactions parfois. Ils commettent des violences parce que, en partie à cause de ces problèmes psychiques. Mais ce qu'on a découvert, c'est que, y compris quand ils reviennent en France, ils peuvent commettre des choses dangereuses. Donc, on a suivi le cas de plusieurs qui ont commis des braquages, mais aussi parce qu'ils étaient délaissés financièrement. Il y a aussi un vrai problème autour de obtenir ces primes d'invalidité pour ceux qui ont été blessés. Donc certains nous racontent, moi je suis allée braquer un magasin, un cash converter, parce que depuis la Centrafrique, je fumais beaucoup de cannabis pour oublier faire passer ça. Et deuxièmement, ma prime d'invalidité tardait à arriver, j'avais plus d'argent. Donc ils deviennent ça aussi. Est-ce que l'armée a pris la mesure de l'ampleur de ces dysfonctionnements ? Alors, par exemple, sur la question du choc post-traumatique, on commence à en avoir un petit peu conscience. Mais ce qui est gênant, c'est que plus globalement, l'armée, en fait, même en tant que journaliste, quand on s'y frotte, on se heurte souvent à un mur. Donc, on ne sait pas s'ils ont pris conscience. On suppose que pas tellement, mais quand on leur pose des questions, quand on enquête, quand on essaie d'une certaine manière de leur montrer les problèmes, on nous répond, par exemple, si vous écrivez ça, vous risquez d'être poursuivi pour compromission du secret de la défense nationale. Donc, c'est bien commode aussi. Vous leur avez envoyé votre livre ? Pas encore, mais je pense qu'ils l'ont trouvé. Merci Justine Brabant d'être venue sur notre plateau. Je rappelle le titre de cette enquête « Mauvaise troupe, les dérives des jeunes recrues de l'armée française » aux éditions Les Arènes et coécrit avec Leïla Mignano. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur la crise des urgences. Les 750 millions d'euros débloqués par la ministre de la Santé n'ont pas suffi. La grève continue. Alors, quelle est la cause de ce mouvement social inédit qui dure depuis plus de 6 mois maintenant ? Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions. C'est dans l'air, c'est dans un instant. Moi, je vous dis à demain. Bonne émission.